Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans le projet? Parce que vos banderoles disent non au train à grande vitesse. Et en France, on dit que la grande vitesse, ce n'est qu'une petite partie du projet et que l'essentiel, c'est de la marchandise. Vous savez, Turin est déjà lié à Lyon. Il y a déjà la ligne, il n'y a pas de problème. Ça, les TGV passent là, les marchandises passent là. Et pour nous, ça suffirait d'améliorer cette ligne-là, qui peut doubler sa capacité de transporter des marchandises. Actuellement, on transporte moins de 10 millions de tonnes chaque année. On pourrait arriver à plus de 20 millions de tonnes chaque année dans 2 années, en épandant 2 milliards d'euros. Si on veut faire le double tunnel de 54 km, on va prendre 20 milliards d'euros pour avoir le travail terminé peut-être dans 20 années. Et je ne sais pas comment ça sera l'Europe, l'Italie, la France dans 20 années et les transports publics dans cette année. Je voudrais bien le résoudre avant de 20 années. Ce projet, on se bat contre parce qu'il est inutile économiquement, pour une raison très simple, c'est qu'il coûte plus de 30 milliards d'euros, qu'aujourd'hui les finances publiques ne peuvent pas le supporter, et qu'en plus de ça, aucune projection n'a été faite sur la capacité des paiements, des péages, des financements, et qu'il n'y a pas les camions pour pouvoir financer ni les marchandises, ce genre d'infrastructure. Voilà, ça c'est le document de l'enquête publique. Alors, si vous regardez, là, on regarde rapidement. Qu'est-ce que vous avez vu comme courbe? Une courbe qui montait, hein, quand même, hein, elle montait. Qui monte, et puis si on regarde le commentaire, qu'est-ce qu'il y a marqué? Voilà, on voit qu'il y a de plus en plus de trafic routier, prédominance du trafic routier, ainsi qu'une baisse du trafic depuis 2008. D'accord? Alors nous, en fait, on a pris ce graphique et on a fait la même chose, mais en individualisant les courbes. Donc vous voyez toujours la courbe qui monte, qui descend en 2008, puis vous en voyez une jaune, ça c'est l'Autriche, une rouge, c'est la Suisse, la bleue, c'est nous, elle se casse la gueule, on peut dire comme ça. À partir du moment où il y a une mondialisation, ce qui prend de l'importance, c'est la périphérie de l'Europe. Or l'Europe, quand on regarde une carte, c'est la partie du monde qui est la plus découpée. Donc, que font les bateaux dans le cadre de la mondialisation? Ils arrivent en Europe où il y a un fort potentiel d'achat, et puis ils débarquent les marchandises dans les ports, et après on a des trafics radiaux vers l'intérieur de l'Europe. Mais les trafics transversaux à l'intérieur de l'Europe sont moins importants qu'avant. Alors, on nous explique que oui, mais ça pourrait monter. Mais aujourd'hui, il y a une ligne existante qui permet de reporter la quasi-totalité de ces transports existants dans les Alpes. Et il y a une possibilité de reporter également les camions passant par Vintimille, par la voie maritime, ce qui est d'ailleurs prévu dans les projets de l'Europe. Alors, il y a 2 demandes, c'est toujours la même chose. Il y a une demande de fret, qui n'est pas très importante aujourd'hui, pour diverses raisons. Et puis, il y a une demande de voyageurs. Alors, pour les voyageurs, par exemple, entre Lyon et Chambéry, cette demande est beaucoup plus forte. Actuellement, la réponse à cette demande, c'est uniquement l'autoroute A43. Bon, après, dans ce qu'on appelle le sillon alpin nord, c'est-à-dire entre Montmélian et Culose, avec entre les deux Aix-les-Bains et Chambéry, là on a une très grosse agglomération en devenir. Actuellement, c'est presque 200 000 habitants. Et donc, il y a un besoin de déplacement interne à l'agglomération. Donc ça, c'est encore une autre chose. Pour les voyageurs, en fait, il y a 3 niveaux. Il y a les déplacements à grande distance, donc c'est plutôt les TGV. Il y a les déplacements interrégionaux entre aires urbaines, c'est plutôt les TER. Mais à l'intérieur des aires urbaines, donc ça, c'est les déplacements au quotidien, on a besoin de RER. Ça serait intéressant qu'il y en ait un pour Métropole Savoie, donc l'agglomération d'Aix et de Chambéry. Ça serait bien qu'il y en ait pour Annecy, pour Grenoble, même autour d'Albertville, où on a une sorte d'étoile à 3 branches, un RER mauriennais,
Et puis bien entendu l'agglomération de Lyon plus Saint-Étienne, donc ce RER est en émergence sous le nom de Réal. Aujourd'hui, l'objet de la manif, c'est d'essayer de faire prendre un petit peu conscience aux gens du gaspillage de territoire et notamment des bonnes terres agricoles pour des projets complètement inutiles et dépassés qui datent d'une cinquantaine d'années, comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou le TGV Lyon-Turin, qui sont là pour satisfaire d'une part l'ego de vieux politiques comme Jean-Marc Ayrault ou Louis Besson, et puis aussi pour satisfaire les appétits insatiables de nos entreprises de BTP. La région Rhône-Alpes a détruit le foncier du département de la Savoie en 20 ans. Elle détruira celui de la Haute-Savoie dans les 10 ans à venir si rien n'est fait. Ça veut dire qu'en région Rhône-Alpes, sur la surface agricole utile des 8 départements, il en reste déjà plus que 6. La France exportait de la viande, elle exportait énormément. Aujourd'hui, elle ne fait plus bon nombre de ses matières premières. Il faut que les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, être autonome alimentairement, c'est quelque chose de vital. On ne peut plus sacrifier aujourd'hui 800 hectares de terrain entre la Savoie et l'Isère pour un projet comme ça, puisque le projet en lui-même, en plus de sacrifier des terres, aujourd'hui on s'aperçoit qu'il est d'un autre siècle. Aujourd'hui on a mieux à faire, plus rapidement et plus efficacement que le Lyon-Turin. On est avec des infrastructures qui ont la performance que Cavour savait se voir proposer par les ingénieurs du 19e siècle, et même pas de la fin du 19e siècle. Donc il y a là aussi une urgence d'infrastructures modernes. Alors effectivement, il y a des problèmes techniques qui se posent. À plus de 1600 tonnes, il y a des problèmes de rupture d'attache. C'est vrai. Ce problème-là peut être réglé avec les nouvelles technologies, et notamment avec une technologie très simple qui est utilisée aujourd'hui sur les TER, qui est utilisée également sur les TGV, qui est utilisée en Allemagne par la Deutsche Bahn et également au Japon, c'est la motorisation répartie. C'est-à-dire que chaque wagon a dans ses roues son propre moteur. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir des wagons qui tirent en arrière, c'est comme les 4x4, ils avancent tous en même temps. Pour prendre des parts de marché à la route, il faut que le fret ferroviaire gagne l'adhésion des transporteurs en étant moins cher, plus rapide et plus fiable. Pour y parvenir, il y a 3 conditions à réunir. Une vitesse de transport plus grande, un temps de chargement rapide et une technologie qui permette de franchir des pentes de plus de 3%. Et donc, vous n'avez plus de risque de rupture d'attache et vous pouvez augmenter la longueur de vos wagons. Vous pouvez augmenter le tonnage, à la fois parce que vous mettez sur le wagon lui-même, et à la fois en augmentant. Alors on est limité à 750 mètres du fait des voies d'évitement, soit. Mais on peut augmenter la capacité de ce tunnel aujourd'hui, simplement en investissant quelques millions sur des wagons intelligents qui sont avec des moteurs sur chaque wagon. Et là, on va travailler en 4x4, on va éviter 270 tonnes de motrices, on n'aura plus de problème de rupture d'attache, et, cerise sur le gâteau, on pourra commencer à piloter ces wagons de manière intelligente, puisqu'une fois que vous avez un moteur sur un wagon, vous pouvez le téléguider quand il arrive à l'approche des gares de triage. Alors comment ça se fait qu'il a fallu attendre les manifestations actuelles pour se rendre compte qu'il y avait sans doute un problème? Parce que vous savez, en Italie, la politique n'est pas toujours capable de contacter exactement les personnes qui auront des problèmes avec une Uber. On nous a tenus dans le silence pour dizaines d'années et maintenant n'est plus comme ça. Il y a les chantiers qui devraient partir mais ne vont pas partir parce que les gens ne veulent pas que les chantiers partent. Ce que je voudrais dire très succinctement, mais en quelques mots tout d'abord, c'est que bien évidemment, nos amis valsusiens, en toute logique, devraient se sentir solidaires des Maurianais et des Savoyards
comme nous nous sentons solidaires des Valsusiens. Pour arriver à être solidaire, c'est pas la peine d'invoquer le passé, il faut plutôt voir ce qu'il en est du présent, mais il faut surtout essayer de s'écouter mutuellement et ne pas opposer les rêves des uns et les cauchemars des autres, mais si possible faire arbitrer la raison, l'objectivité. Parce que si les uns accusent les autres de rêver et réciproquement de cauchemars, on ne va pas bien faire avancer le débat. Nous, on a vécu un peu sur cette descendrie, je dirais, un petit tunnel, parce que maintenant, avec ce qui est en projet, c'est plus sur le grand tunnel, donc ce grand projet de Lyon-Turin. Et c'est vrai que cette descendrie, elle a été, ce qui était un peu spécial, c'est que c'était un des plus gros chantiers d'Europe, et c'est mal parti dès le départ, parce qu'ils devaient creuser à un endroit sur la commune, et ça a été changé au dernier moment, parce qu'il fallait faire vite. Il y avait des Italiens qui venaient pour... il y avait des télé italiennes qui devaient venir pour le percement, donc ils n'étaient pas au bon endroit. Et ils avaient dit au maire qui était à l'ancien maire qu'en fin de compte, tout ce qui allait sortir en déblai de cette descendrie allait partir entre Chambéry et Lyon. En fin de compte, que ce soit sur Internet ou sur le papier, tout était bien. Et on s'est retrouvé avec des bandes transporteuses qui ne marchaient pas. Donc il fallait trouver une solution. Ou sinon, au niveau des déblais, on a eu sur notre territoire donc, tout ce qui est sorti de la descendrie. Ça a été stocké sur le territoire. Au début, des matériaux qui devaient partir. En fin de compte, c'était des décharges qui devaient être faites que temporairement. Il y avait un dossier qui avait été mis en place, comme c'était en bord de rivière avec la Dirène. Et en fin de compte, ils ont tout laissé en place. C'est resté des dépôts définitifs. On avait des sources qui étaient sur le village, qui ont été taries directement, parce qu'en fait, ils ont creusé sous le village. Ils ne sont pas posé plus de questions que ça. Hein. Normalement, ça aurait dû percer, on va dire, 200 mètres avant le village. Là, ils ont percé sous le village. Ils passent vraiment au milieu du village. Donc, il y a eu des maisons fendues, il y a eu pas mal de dégâts. Il y a eu des experts qui sont venus. Certains ont été dédommagés, d'autres pas du tout, parce qu'ils ont fait passer un peu ça sur de la malfaçon. Bon, après, c'est des batailles d'experts, je dirais. Et ce qui nous impacte le plus pour nous, c'est qu'on est la seule commune où ça va sortir vraiment beaucoup de matériaux. On est la dernière commune avant l'Italie. Et il y a à peu près 3 millions de mètres cubes qui vont sortir sur notre territoire. Donc nous, on s'est battu pour ne pas avoir ces déblais, pour que ces déblais, en fin de compte, servent à quelque chose, parce que je pense qu'en France, il y a peut-être des communes qui en ont besoin et qui sont plus... je dirais plutôt que ça soit stocké à un endroit dans une zone naturelle. On a essayé de voir avec LTF, avec l'État, si c'était possible de les amener ailleurs, pour que ça puisse servir à quelque chose, et pas que ça soit stocké dans une zone naturelle. Quand on a eu l'enquête publique, on leur a dit, on a peut-être une solution, c'est de sortir les matériaux avec des trains, parce qu'à la limite, vous avez un projet qui est lié au ferroviaire, et ben, on l'utilise depuis le départ, on sort les matériaux avec des trains, et on les amène où vous voulez en France. Donc on a dit le moins loin, on dira pour boucher, le truc qui était plus facile à boucher, c'était la zone des Gabelins à Éton. Donc ils ont calculé, ça revenait je crois à 60 millions d'euros pour faire tout ce trafic. Et quand ils ont fait, le bureau d'études qui a travaillé là-dessus, il nous a montré une photo de la gare de Modane remplie de trains, en nous disant on n'aura même pas de la place pour faire passer vos trains que vous dites là pour sortir les matériaux, parce que les voies sont encombrées, il y a du monde. Alors qu'on voit très bien, nous on a des gens qui travaillent à la SNCF, toute la gare de Modane, elle est vide, la gare de Modane. Il n'y a plus rien du tout en activité. Sur le site sur lequel ils vont mettre les matériaux, les 3 millions de mètres cubes, nous on a un agriculteur qui met ses vaches, qui fauche les prés, et c'est toute une zone AOC. Donc à cet agriculteur, nous sur notre territoire, on ne peut pas en donner plus, parce qu'on n'a pas d'autre endroit à lui donner en exploitation. Et alors, donc je pense qu'il va partir sur notre commune. On a un autre agriculteur qui est juste à proximité, où il y a une bergerie qui est toujours en place actuellement. Eux, ils vont être déménagés, c'est sûr. Il y a 800 hectares de prix de terrain sur le département de la Savoie. Ça touche 72 exploitations. Sur ces 72 exploitations, elles ne seront pas toutes impactées de la même façon. C'est des exploitations d'une moyenne de 40 hectares. 40 hectares, on nous en enlèverait à peu près 10, ça nous ampute l'exploitation. L'exploitation serait complètement paralysée, elle ne pourra plus tourner. La réponse du XXIe siècle. La réponse du XXIe siècle n'est pas de perdre 1500 hectares de terres agricoles, n'est pas de perdre 60 millions de mètres cubes d'eau potable des Alpes tous les ans. Ça n'est pas d'envisager qu'on aura les mêmes trafics que de New York à Los Angeles avec des trains de 2 km. Le XXIe siècle,
c'est de prendre en compte la réalité de ce transport et de prendre également le transport de fret régional qui pourra être traité par cette nouvelle infrastructure. Donc il faut profiter de l'idée du Lyon-Turin pour régler ces problèmes de capacité. Et en même temps pour régler les problèmes environnementaux. Mais il ne faut pas partir dans une perspective, on va faire une nouvelle ligne ferroviaire pour remplacer l'autre. Il ne faut pas se dire, il faut partir du principe suivant, on a un réseau qui existe, il a des insuffisances en termes de capacité, on essaye de les régler. Ces insuffisances, d'ailleurs, ne sont pas continues sur toute la longueur de la ligne, c'est par endroits, par tronçons. Et puis, il y a des problèmes d'insertion environnementale, et là, c'est la même chose. Il y a des endroits où l'insertion environnementale n'est pas problématique, et il y a d'autres endroits où c'est critique. Donc, il faut aussi traiter ces endroits-là. Il faut transformer sur le plan environnemental la ligne historique le long du lac du Bourget, c'est-à-dire entre Châtillon et la baie de Grésines. Ensuite, cette ligne ne fait que tangenter la baie de Mémard. Et puis ensuite, il y a la traversée d'Aix-les-Bains, la traversée de la Chautagne. Après, entre Aix-les-Bains et Chambéry, bon, il y a deux options, donc je ne détaille pas. Mais ensuite, il y a le Chêne de Chambéry. Et l'option vraiment intéressante, quand on y réfléchit, et qu'on veut articuler ça avec le Lyon-Turin, non pas en tant que projet, mais en tant que perspective, c'est dire, on fait un grand chemin de fret de Chambéry, sous la pointe des Bourges. On fait un tube. Donc c'est inaccessible aux voyageurs. Donc les voyageurs du Lyon-Turin continueront à passer par Chambéry. Le problème, c'est que c'est un problème de priorité environnementale. Aujourd'hui, on a une ligne qui permet de gérer, alors avec des améliorations, bien évidemment, avec des investissements, bien évidemment, mais qui permettent de gérer les 3000 camions qui passent par jour entre le Fréjus et le Mont-Blanc, qui sont en constante diminution, mais on sait les gérer grâce aux 18 millions de tonnes de capacité de la ligne qui sont restantes. Ensuite de ça, ce que l'on constate effectivement sur une période de plus de 10 ans avec tous les comptages des conseils généraux, c'est qu'il y a une diminution du nombre de camions d'environ 1000 camions par jour, alors que dans le même temps, on a une augmentation de 10 000 voitures par jour, ce qui correspond à la pollution émise par 2000 camions. C'est-à-dire qu'on a une détérioration environnementale liée aux voitures. Sauf, et c'est notre position, c'est que si l'on met 30 milliards d'euros sur un projet tel que celui-ci, on n'a plus d'argent, bien évidemment, pour investir sur les transports du quotidien. Et donc il y aura, compte tenu des plans urbains de diffusion de l'habitat dans tout le sillon alpin et dans les Alpes, une augmentation à nouveau du nombre de voitures, sachant que par exemple le Conseil général aujourd'hui paye 75% du péage routier de l'autoroute pour les utilisateurs de l'agglomération chambérienne. C'est-à-dire qu'il y a des encouragements à utiliser les véhicules personnels et que par conséquent, on se trouve dans une situation de détérioration environnementale. Donc oui, il faut investir tout de suite les budgets sur les transports collectifs de proximité, quels qu'ils soient, et il faut utiliser l'existant avec des améliorations technologiques, avec des développements de wagons intelligents de fret ferroviaire, pour pouvoir l'utiliser dès maintenant et non pas dans 20 ans, lorsque l'on constatera cette détérioration. Je ne suis pas contre l'haute vitesse. Moi, je suis contre ce projet-là parce qu'il est terrible. Il est fait par des gens qui veulent gagner de l'argent et pas résoudre des problèmes. J'ai ici un document qui date de janvier. C'est pas récent, janvier 2013. Où c'est un débat avec M. Essig, qui est l'ancien président de la SNCF, qui considère que ce projet n'est pas intéressant. D'ailleurs, il dit « Pour le trafic existant et prévisible, dans les prochaines décennies, une source d'amélioration du report se trouve dans les immenses progrès technologiques qui sont apparus depuis longtemps et qui pourraient être mis au service du fret ferroviaire en réduisant ses coûts de moitié. » Il ne dit rien d'autre que ce que je viens d'expliquer. Par contre, Louis Besson, promoteur historique, créateur de ce projet, qu'est-ce qu'il nous dit au paragraphe suivant? Des études sur les capacités contributives seront livrées au printemps prochain. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, on ne sait pas qui paye quoi. On ne sait pas qui paye quoi.
Et il dit plus loin, quant à la part de financement apportée par les futurs péages payés par les entreprises ferroviaires utilisatrices, donc les exploitants, elle est en cours d'évaluation. Personne ne peut se permettre de faire engager aux États des milliards alors que les prévisions économiques n'ont même pas été réalisées pour savoir qui va payer quoi là-dedans et qui payera quel péage quand peut-être on aura fait cette infrastructure.